Bon, les Big Four. Déjà, qui connaît les Big Four? Comme ça va me permettre de savoir où je connais très peu de choses dessus. Très peu de choses. Il faut vraiment que tu partes à la base. Tu les connais? Ouais, vite fait, quoi. Cabinet d'audit, tout ça. Pour résumer à l'extrême, les Big Four sont 4 boîtes qui s'appellent respectivement Deloitte, DE, pour le plus important d'entre eux. Le deuxième, c'est Pitt Marwick, P-E-A-T, plus loin, M-A-R-W-I-C-K. Le troisième, c'est EY, en anglais, E-Y, anciennement appelé Ernst & Young. Et le quatrième, c'est KPMG. Ces 4 grosses boîtes. Et le premier s'appelle comment? Le premier s'appelle Deloitte, D-E-L-O-I-T-E. Ces 4 grosses boîtes, à l'origine, sont des boîtes d'audit. C'est-à-dire des boîtes qui viennent examiner les comptes principalement des grosses boîtes et notamment des multinationales, et qui les certifient. Et au fur et à mesure du temps, elles ont diversifié leur palette d'intervention, et ce sont devenues des boîtes qui continuent à faire de l'audit et de la certification de comptes, mais ce sont aussi et surtout des boîtes qui font du conseil financier en général, du conseil en organisation d'entreprise, du conseil en ressources humaines, bref, tous les domaines possibles, informatiques, tous les domaines possibles et imaginables de l'entreprise. Et quand on connaît, pour avoir travaillé avec eux, c'est remarquable leur organisation. Moi j'ai travaillé avec eux pendant 1 an et demi chez Hachette, j'étais directeur financier et directeur informatique. Et j'ai été nommé responsable du schéma directeur des systèmes d'information du groupe Hachette. Donc, la distribution du livre, l'édition du livre, tous les métiers du livre. C'était passionnant, en plus moi j'adore le bouquin. Et donc on était 5 Hachette et 5, à l'époque c'était Arthur Andersen, consulting, qui après, quelques années après, avec le scandale énorme. Ils ont des méthodes absolument incroyables. Ils avaient à l'époque ce qu'ils appelaient la méthode One, qui te permettait, d'une manière absolument incroyable, de désosser complètement et de le formaliser par écrit tous les processus de fonctionnement de l'entreprise dans quelques zones de l'entreprise. Et donc, ils ont mis ça au point aussi pour l'évasion fiscale. C'est des pros, hein. Ils sont très très forts, hein. Très très forts. Et en face, nous, on n'est pas trop sauce. Hein. Et c'est pour ça qu'on va emmerder les petites PME ou moyennes PME. C'est plus facile d'envoyer des contrôleurs là-dedans. Hein. Qui eux payent leur impôt. Moi, et je vais terminer là-dessus, étant indépendant, consultant, un jour je reçois une publicité, ça fait 4-5 ans. La Chambre de commerce de Bruxelles organise une réunion dont le thème sera le suivant. Est-ce bien raisonnable, je caricature un peu, est-ce bien raisonnable de payer votre impôt société en Belgique? Je me dis, je vais y aller. Je vais juste aller voir. Donc, un bureau d'avocat à Louise, à 8h du matin, parce qu'il faut commencer tôt, parce qu'après, il faut aller travailler. Passant, tasse de café, rien à payer, tout ça. Et puis là, le directeur du cabinet, du commissaire européen chargé des finances, je ne me souviens plus exactement du titre, je ne me souviens plus du commissaire européen, mais je me souviens du directeur de cabinet, un Français, bien sous tout rapport, Sciences Po, RINA, machin, etc. Et qui dit, ouais, la concurrence fiscale, c'est très bien. C'est pas de la fraude. Du moment que c'est pas de la fraude, c'est très bien. Et puis, voilà, l'avocat fiscaliste qui intervient, il dit, écoutez, voilà, je vous explique, Malte, pourquoi, messieurs, là, vous qui êtes indépendants, pourquoi vous ne domiciliez pas à Malte? Et il y a déjà plein de cabinets d'avocats qui sont domiciliés à Malte.
et puis ainsi de suite. Et alors il t'explique, oui, bah, si vous payez l'impôt société à Malte, à l'époque c'était de l'ordre de 4-5%, etc. Puis à la fin, il dit, bah, tout le monde le sait bien, hein, c'est les PME qui payent l'impôt société. Comme si c'est ça. Alors tu sors de la réunion, tu dis, ah bah oui, évidemment, je suis le vrai con, quoi. Et ça continue, hein. J'ai reçu des nouvelles invitations, donc là c'était Malte, qui effectivement est un paradis fiscal, hein, pas de la même ampleur que Neuchâtel, que le Luxembourg, mais et son histoire. Et d'ailleurs, il y a des journalistes qui viennent se faire dessouder, hein, là-bas. Voilà. Ces 4 boîtes sont toutes anglo-saxonnes. Pour les 3 premières d'entre elles, je répète, Deloitte, Pitt Marwick et EY, elles ont toutes leur immatriculées en tant que société à responsabilité limitée, je traduis le terme anglais, en Angleterre. Sauf le 4e qui a le même statut, un peu différent, parce qu'il est enregistré en Suisse. Ça, c'est déjà une curiosité en Angleterre, parce que la City et tout ça, c'est sans doute le plus beau des paradis fiscaux. Quand vous examinez là où leurs filiales US sont implantées, elles sont toutes implantées, les 4, dans l'état du Delaware, qui est connu pour être, à l'intérieur des États-Unis, une sorte d'État où comment dirais-je, un paradis fiscal. Quand Obama avait un peu attaqué Panama à propos des immeubles avec des centaines de boîtes aux lettres, le patron du Panama lui avait répliqué, bah, écoutez, allez voir dans l'état du Delaware, c'est pareil. Hein. Et alors, ces boîtes, on n'en parle pas, et pourtant, elles ont un pouvoir incroyablement puissant. On en a parlé un peu avec l'affaire des LuxLeaks, qui a été lancée via ce lanceur d'alerte Antoine Deltour, d'ailleurs qui était venu témoigner là, il y a une quinzaine de jours avec son avocat William Bourdon. C'était vachement intéressant, on en a parlé, parce que lui, il avait été employé par Pitt Marwick, et ça s'est produit comment il a lancé l'alerte, etc. Il est quand même condamné en appel à de la prison, soit avec sursis, et puis, mais il est quand même condamné, et puis Pitt Marwick, quand on regarde les chiffres, ils se portent merveilleusement bien. Hein. Ce sont des croissances qui sont proches de 8-10%, tant en chiffre d'affaires qu'en effectif. Et alors, ces boîtes, il ne faut pas les regarder une par une. Déjà, une par une, elles sont très très grosses. Mais quand vous allez sur leur site, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que d'abord, si vous tapez Deloitte International, vous n'allez pas tomber, vous allez finir par trouver, mais pour accéder directement au site, il faut taper Deloitte Global. Ça, c'est comme ça qu'elles se définissent, toutes. Elles agissent globalement. Donc leur terrain de jeu, c'est pas tel État, tel gouvernement, etc. Ils n'en ont rien à foutre, ils agissent globalement. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut leur rendre la monnaie, il faut leur rendre l'appareil. Il ne faut pas les examiner un par un, il faut les examiner globalement. Et quand on les examine globalement, juste pour donner 3-4 chiffres, je suis en train de chercher. En termes de chiffre d'affaires, les 4 réunis, elles font 133 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La plus importante, celle qui est en tête, c'est Deloitte avec 38 $. Immédiatement derrière, PwC 37,7.
Ernst & Young 31,4 et puis KPMG qui a un peu décroché du peloton de tête avec 25,4. Il est quand même très gros. Donc, juste pour situer les enjeux, ça fait partie des boîtes en termes de chiffre d'affaires qui sont parmi les plus importantes du monde. Hein. General Motors, ça fait 166 millions d'euros de chiffre d'affaires. Amazon, si je puis dire, oui, Amazon, ça en fait 136. Alphabet Google, ça en fait 90 seulement, si je puis dire. Donc, on n'en parle pas, on connaît... Milliards. Comment ? Milliards. Ah oui, milliards. General Motors. Ah oui, milliards, c'est milliards. General Motors, par exemple, c'est des milliards. Non, General Motors, il fait 166 milliards. Ah, okay. Mais j'écris tout ça, hein, donc je vous le donnerai. En termes d'effectifs, quand on les globalise, qu'à le dire, ils sont 937 000 dans le monde. 937 000, donc c'est une sacrée force de frappe. Hein. Parce que tous les employés de ces boîtes, ils sont tous super diplômés, ils sortent de l'université, et leur activité, c'est que de la matière grise. Hein. Ils font que de la prestation intellectuelle. Et ils atteignent ces chiffres d'affaires quand même absolument considérables. Hein. Quand on regarde, pour situer leur importance en termes d'effectifs, le plus gros employeur du monde, c'est Walmart, la grande distribution aux États-Unis. 2 300 000. Derrière, il y a un décrochement. Vous arrivez à une boîte qui s'appelle State Grid, qui est la compagnie chinoise d'électricité, 926 000. Donc, ils font partie, globalisée, des plus grandes entreprises du monde. Donc, voilà une des raisons de s'intéresser à elles. Parce que leur activité, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'audit de compte, de la certification de compte et du conseil au sens très large aux entreprises. Parmi ces conseils, il y a évidemment le conseil fiscal. Alors, le conseil fiscal, c'est quoi? Puisque maintenant, on est dans une société où l'impôt est considéré comme une charge qu'il faut minimiser au maximum, si je puis dire, eh bien, ils utilisent toutes les armes possibles et imaginables pour minimiser ces charges. Donc, moi, je les connais, ces gens, comme je disais à Franco. Je ne les connais pas pour avoir travaillé chez eux, je les connais pour avoir travaillé avec eux chez plusieurs de leurs clients, moi étant employé par ces clients. Et donc, je ne connais pas tous ces systèmes super sophistiqués consistant à faire des montages financiers pour faire de l'évasion fiscale, mais je connais leur méthode de fonctionnement. Ce sont des boîtes incroyablement organisées et qui industrialisent tout ce qu'ils font. Donc là, ils ont commencé par industrialiser l'audit. Vous pouvez avoir fait une école d'ingénieur. Considérez que ça serait bien pour vous de faire un peu de finance. Ils vont vous embaucher comme auditeur junior. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez, ils ont mis au point un processus d'élaboration d'audit qui fait que vous êtes guidé en permanence et que vous pouvez, même en n'ayant pas fait d'études comptables et financières, vous y arrivez. Et ils ont fait la même chose pour l'évasion fiscale. Ils ont une base de données qui est absolument incroyable. Je ne sais plus combien il y a d'États au niveau de l'ONU, 250 122, je crois. Voilà. Eux, ils sont implantés en moyenne entre 160 à 180 pays. Mais, s'il y en a 250 ou 290, ils ont étudié les systèmes fiscaux, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Ils les ont étudiés en long, en large, en travers, en profondeur, pour chaque pays. Donc, ils ont une vision absolument phénoménale de tout l'historique de la fiscalité de chacune des nations, et puis des nouvelles lois fiscales qui sont mises en œuvre, etc. Sans doute
qu'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un service fiscal national qui dispose d'une base d'information pareille. Donc, voilà pourquoi il y a lieu de s'intéresser à ces Big Four. Et il y a une autre raison, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser ce sujet-là aux experts. Il ne faut pas en faire un sujet technique, parce que très vite, la pensée dominante va expliquer aux citoyens que tout ça c'est très compliqué, c'est très technique, et donc finalement, c'est trop compliqué pour toi, monsieur le citoyen, tu ne vas pas comprendre. En fait, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Hein. Et d'ailleurs, eux agissent comme des idéologues. Hein. Ils mettent en place un système, et d'ailleurs, quand on étudie les Big Four, on se rend compte que, comment ça s'appelle, Suzanne Jorge, dans son bouquin qu'elle a écrit déjà il y a quelques années, le rapport Lugano 2, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle explique ça, hein, elle a vraiment bien appréhendé le problème. Elle explique ça. C'est une fiction qu'elle fait, où elle explique qu'il y a toute une batterie d'experts internationaux qui sont aux commandes, qui influencent les gouvernements, et qui se réunissent à Lugano. Et finalement, leur principal problème, c'est de dire, oh là là, quand même, on gagne partout, quoi. Il faut qu'on fasse attention, parce que, à force, il ne faut pas que ça desserve nos intérêts d'apparaître comme trop gagnant. Enfin, je caricature à l'extrême le bouquin. Et là, eux, ils font pareil, parce que quand on les étudie, il ne faut pas se limiter à l'aspect conseils fiscaux qu'ils donnent. C'est effectivement très important, mais il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils font par ailleurs. Ils sont omniprésents. Les normes comptables, ce sont eux qui les éditent. Ils participent et ils financent une instance internationale qui édicte les normes comptables, instance qui d'ailleurs aussi est immatriculée au Delaware, hein, comme par hasard. Ils influencent les gouvernements, ils influencent les politiques fiscales des gouvernements. Il y a des décisions qui sont prises qui ont été inspirées par tel ou tel associé local de tel ou tel Big Four. Il y a une nana qui travaille au service ruling, comme on dit là, à Bruxelles, qui est une ancienne, j'ai pas mes notes là, qui est une ancienne de PwC. Donc, ils sont omniprésents. Éviter les normes comptables, concrètement, enfin pour moi c'est abstrait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est abstrait, c'est-à-dire que maintenant, ce sont les normes anglo-saxonnes qui prévalent dans la manière d'enregistrer les charges et les produits. Hein, je simplifie encore à l'extrême pour ne pas être technique, et il ne faut surtout pas descendre dans le détail. C'est eux qui les définissent. Donc, ils sont juges et partis. Ce n'est pas une instance neutre. Je vais vous donner quelques exemples frappants. Muriel Pénicaud, la chère ministre du Travail française, qui a élaboré ces saloperies d'ordonnances sur le travail. Elle était auparavant patronne, vous en avez peut-être entendu parler, d'un organisme français qui dépend du ministère des Finances et qui est chargé, j'ai oublié son nom, de promouvoir les entreprises françaises à l'étranger. Elle a organisé, on préparait déjà sans doute ça, elle a organisé en décembre 2015, non, janvier 2016, le 4 janvier 2016, un grand raout à Las Vegas, auquel Macron participait, et il est apparu qu'elle n'avait pas respecté les règles administratives d'engagement de dépenses pour essayer de se blanchir. Elle n'est pas encore sortie de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé un audit. À qui a-t-elle demandé l'audit? À Ernst & Young, EY. Quand les régions ont été redécoupées en France et qu'ils ont fusionné la région Aquitaine avec la région Poitou-Charentes. Aquitaine, c'est un pseudo-socialiste, un dénommé Rousset. Poitou-Charentes, c'est la Miss Ségolène Royal. Rousset et Ségolène Royal ne pouvaient pas se voir en teinture. Rousset, après la fusion
Titaine plus grand que Poitou-Charentes et comment Ségolène Royal n'était déjà plus présidente de Poitou-Charentes. Il a pris le pouvoir, il a dit oh là là, les comptes là c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il a pris comme auditeur? Il n'a pas pris la Chambre régionale des comptes ou il a pris un des quatre encore. Je crois que c'est soit encore Ernst & Young ou Pitt Marwick. Alors d'autres exemples très différents. Il y a le Libéria, qui sort de la guerre. Pitt Marwick était présent au Libéria. Et puis, avec la guerre, quand même, ces gens-là, ils préfèrent être à l'abri. Il s'est retiré. Puis là, il y avait eu des élections. Le nom de l'élu n'est pas encore déterminé. C'est là qu'il y a un ancien footballeur, Georges Weah, qui est candidat. Et donc, c'est toujours la présidente en place. Je crois d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais je crois quand même que c'est vrai. C'est la seule femme à la tête d'un pays en Afrique. Eh bien, Pitt Marwick a réouvert son bureau, et qui c'est qui a procédé à l'ouverture? La présidente en question, qui par ailleurs est une ancienne haute fonctionnaire du Fonds monétaire international. Au Kenya, vous avez entendu parler des élections. À un moment donné, la commission électorale, ou un truc comme ça, a décidé quand même de voir si les listes électorales étaient bien propres, et si là-dedans, comme en Corse, il n'y avait quand même pas beaucoup de morts, ou même pas seulement en Corse, à Paris, avec Thierry, l'ancien maire de Paris. Et ils ont fait appel à qui pour vérifier que les listes électorales, quand même, c'était plus solide? À l'expert, je crois que c'est KPMG. Et ainsi de suite. Ils interviennent dans tous les domaines. Les nouvelles politiques, on appelle ça en France des nouvelles politiques, je cherche le terme, d'État en matière de chômage, etc. Ce sont les inspirateurs. Et donc, ils sont omniprésents et personne ne le sait. Personne ne le sait, sauf, comme je disais à Franco, les gens qui soit les connaissent un peu, soit s'y intéressent en tant qu'universitaire. Donc moi j'ai trouvé par exemple un type qui s'appelle Sika, Prem Sika, un anglais, qui écrit des trucs à côté de ce que j'écris moi. Je suis un modéré, lui c'est un extrémiste, mais il est très très bon d'assassin. Et d'ailleurs ce sont des assassins finalement. Et donc il t'explique. Enfin voilà, donc je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais c'est pour essayer de vous donner une idée de la puissance de ces gens, tant en nombre qu'en influence. Ils infiltrent tous les domaines, tous, et personne ne les connaît. On connaît les plus grosses entreprises, on connaît Ford, on connaît General Motors, on connaît Google, on connaît Facebook, on connaît Amazon, mais eux, on ne les connaît pas. Mais le trafic d'évasion fiscale, il existe grâce à ces organisateurs. Et ce sont eux les principaux organisateurs. Ce sont même les seuls. Une boîte ne peut pas, toute seule, aussi grosse soit-elle, organiser tout ça. Elle a besoin d'un industriel, de la finance et de l'évasion fiscale. Et d'ailleurs, pour mettre les choses au point au niveau du vocabulaire, il faut bien parler d'évasion fiscale. Je crois qu'on va avoir une présentation d'un universitaire qui va parler de l'utilisation des mots, etc. Là, c'est incroyable parce que finalement, je me suis dit, je vais reprendre le dictionnaire, le Larousse. Eh bien, quand tu regardes le Larousse, et que tu cherches évasion fiscale. Évasion fiscale, 2 points, recours aux réglementations légales existantes, en vue de minimiser la dette fiscale d'un contribuable, particulier ou entreprise. Mais les puissants, les idéologues au pouvoir, ils disent non, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation. Eh bien non, sauf à changer la définition du dictionnaire, c'est de l'évasion, c'est pas de l'optimisation. Voilà. Alors, après, il faut faire la différence entre évasion
Et fraude. Effectivement, la fraude, c'est encore différent. Parce que là, même si quelquefois la frontière, c'est celle d'une feuille de papier à cigarette, mais la fraude, déjà, par définition, c'est quasiment impossible de connaître son ampleur tant qu'on ne l'a pas découverte. Mais l'évasion, il y a quand même eu plusieurs tentatives qui convergent toutes pour évaluer ce que ça représente. Au niveau de l'Union européenne, ça représente 1000 milliards par an. Donc c'est récurrent, hein, chaque année, 1000 milliards. Si tant est que, pour moi, c'est sous-estimé compte tenu de l'accélération avec laquelle cette évasion se produit quand on regarde l'évolution des effectifs de ces boîtes, qui croissent en effectifs à peu près en moyenne à 8% par an. 8% par an. Donc, pour la France, je suis français, désolé, c'est 80 milliards. C'est plus que le déficit budgétaire annuel de l'État français. C'est à peu près équivalent au budget de l'éducation nationale, plus de l'enseignement supérieur en France. Et personne n'en parle. Pas suffisamment en tout cas. Macron n'en a pas dit un mot pendant sa campagne. Et les gens de gauche ne prennent pas le problème comme il faut. Et pourtant, c'est un thème extrêmement fédérateur qui est facile à comprendre quand on l'explique. On vous pique votre pognon. Il y a un type qui s'appelle Gabriel Zucman, je vous avais passé un truc, qui vient de réactualiser le bouquin qu'il a écrit il y a 3 ans, qui s'appelle La richesse cachée des nations. La richesse cachée des nations, c'est le pognon qui est volé à chaque État via cette évasion fiscale. Le type, il est bardé de diplômes, il est prof à Stanford, il s'échine à mettre des chiffres, à créer des modèles, etc. On l'entend de temps en temps, mais voilà, parce que comme ça on montre qu'on porte attention et qu'il y a un peu une pluralité d'informations, mais c'est vite balayé. Voilà, vous avez, comment il s'appelle, le mec de l'OCDE qui est chargé de l'évasion fiscale, de lutter contre, qui s'appelle Pascal Saint-Amand, qu'on voit périodiquement. Il vous explique qu'il y a un tas de mesures qui ont été prises, mais que tout ça, ça va s'arranger. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai recherché les bouquins, j'ai 67 ans maintenant, je crois que j'avais 30 ans, et j'ai un bouquin encore épais comme ça sur l'évasion fiscale. Donc, il n'y a rien qui est fait. Mais l'évasion fiscale, il y a 30 ans, elle n'avait pas l'ampleur qu'elle prend maintenant. Depuis, les mouvements de capitaux, ils sont d'une liberté absolue. Évidemment, tout ça ne fait qu'accroître les choses. Alors, je regarde mes notes parce que j'ai... Donc oui, c'est un véritable combat idéologique qu'elle mène. Imaginez-vous que chaque année, les Big Four recrutent 240 000 personnes. 240 000 personnes chaque année en recrutement. Là oui, ils sont organisés sous forme pyramidale. Donc, à la base, vous avez tous les juniors qui débarquent de l'université, et puis après, donc vous commencez par être junior, après vous êtes manager junior, après vous êtes manager senior, après vous êtes directeur de je sais pas quoi junior, après vous êtes directeur de je sais pas quoi senior, et puis tout en haut vous êtes partenaire, comme on dit, partenaire, associé. Donc là, et inévitablement, la pyramide elle est comme ça, donc il y a tous les mecs, les nanas qui sont entrés là-dedans, il faut qu'ils s'évacuent. Et en général, ils évacuent où? Ils s'évacuent chez les clients, parce qu'ils ont acquis une compétence, ils ont des bons diplômes, ils ont acquis une compétence qui est considérée, et c'est vrai que ces boîtes-là sont super organisées, ne réinventent jamais le fil à couper le beurre. Donc, quand vous quittez une boîte comme ça, après y avoir passé 2 ans, 3 ans, vous pouvez faire un sacré transfert technologique et vous êtes accueilli à bras ouverts par les boîtes. Ce qui veut dire que, donc, ils recrutent chaque année 240 000 personnes et chaque année aussi,
Il y a 180 000 personnes pour les 4 qui démissionnent ou qui sont licenciés. Parce qu'évidemment, les nanas et les mecs qui travaillent là-dedans, ils ont des vies de dingue. Hein. Moi, je les ai vus travailler. Hein. Ils ont des vies de dingue absolue. Donc, soit ils résistent, soit ils ne résistent pas. S'ils ne résistent pas, on leur conseille vivement de démissionner. Et si ils montrent un petit peu d'insuffisance d'obéissance, alors on les licencie. Mais donc, ça veut dire qu'ils inondent aussi le marché, à travers les démissions, de gens qui ont été formés, formatés, et ces gens-là, ils occupent quoi comme poste? Ils occupent des postes importants dans les entreprises, en général souvent dans des entreprises internationales, et ils portent la bonne parole. Donc, vous en connaissez, vous, des systèmes politiques qui sont capables sur 5 ans de recruter 1 200 000 personnes et qui en sortent 900 000 qui vont répandre la bonne parole, même le Soviet suprême, il n'était pas capable de faire ça. Donc, c'est absolument terrible. Mais il n'y a personne qui en parle. Et il y a un côté sectaire hein, là-dedans. Alors, en plus, quand vous consultez des sites d'université ou des enquêtes qui sont faites, ces boîtes-là sont, comment dirais-je, comptent parmi celles qui sont les plus enviées chez les jeunes. On dit, ah oui, si je travaille chez Deloitte, c'est quand même super. Quoi. Donc en fait, les États, les citoyens financent, contribuent au financement des études universitaires, et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Pas tous les employés des Big Four, mais tous ceux qui travaillent sur la fiscalité, ben ils vont piller les États qui les ont formés. C'est même pas caricatural, c'est ça. Hein. Et leurs formations, ce sont des formations, c'est d'une intensité absolument incroyable. Hein. Alors, je vous ai parlé du lobbying. Voilà, ça je vous en ai parlé. Pénico, machin, tout ça, oui. Le Kenya, oui. Ah oui, un point important aussi. Ce sont des spécialistes de ce qu'on appelle les prix transferts. C'est-à-dire que vous avez une multinationale, ou transnationale, peut-être mieux dire transnationale, qui est implantée, je ne sais pas, au Bangladesh, qui fabrique des vêtements, qu'elle va vendre à sa filiale de commercialisation dans un pays, par exemple, occidental, la Belgique, la France, etc. Donc ce sont ces boîtes-là qui ont des armées de spécialistes de prix transfert qui vont déterminer le prix auquel la boîte située au Bangladesh va facturer la boîte qui va commercialiser, par exemple, en Europe. Et évidemment, ils vont se démerder pour faire en sorte que le prix transfert soit élaboré à un niveau tel que les impôts existants dans le pays, par exemple, qui distribue, qui va commercialiser, soit le plus faible possible, pour payer moins d'impôts. Et j'entendais récemment, il faut que je retrouve l'émission, qu'il y a 50% des transactions, que les prix transferts concernent 50 à 60% des transactions financières de par le monde. Donc c'est dire leur influence. Et quand vous allez sur un site, vous amusez à aller sur le site de Deloitte, vous cliquez sur, je ne sais pas, Deloitte Grèce par exemple, et bien vous allez voir que dans l'équipe des spécialistes, il y a, je sais pas, 5 spécialistes des prix transferts. Vous dites, merde, pourquoi il y en a autant dans tel pays, et ainsi de suite, quoi. C'est incroyable. Voilà.
Macron, le problème il est politique, hein. Macron, quand vous le voyez, c'est le prototype, hein. C'est le prototype de ces exemples. Il aurait pu être associé chez un des Big Four. D'ailleurs, il a été associé à la banque Rothschild. Et d'ailleurs, il n'est pas clair du tout, j'y avais pas pensé au départ, il a fait une superbe transaction, superbe entre guillemets, par le montant, je crois que c'était 14 milliards d'euros, la vente de la division produits alimentaires pour bébés du laboratoire américain de Pfizer à Nestlé. Et alors, donc, effectivement, il a gagné beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent pour un citoyen normalement constitué. Mais quand vous regardez s'il a gagné, je crois que c'était plus, je crois, 1 200 000 euros, vous vous dites, non, il y a un loup. Il a certainement gagné plus pour une relation de ce style, et quand on sait à quel prix sont payés ces gens-là. Mais bon, où est-ce que c'est le montant en question? Vraisemblablement, il n'y a pas de preuve, hein, vraisemblablement là où on ne pourra pas trouver la somme. Il y a encore votre juge d'instruction, la Claes, qui a écrit un livre qui est vachement intéressant. Oui, ben, j'ai entendu ce matin aussi, mais il a écrit un livre il y a 2 ans peut-être. Quand c'est arrivé dans un paradis fiscal, nous, juge d'instruction, je crois qu'il a dit, oui, c'est venu, quoi. Hein, voilà. Mais il a participé en tant que quoi, Macron à ce... Pardon? Il a participé en tant que quoi, Macron, à cette cette transaction, il était associé chez Rothschild. Ouais. Et Et donc, en tant qu'associé, Rothschild a fait des fusions, acquisitions, cessions, etc., etc. Eh bien, c'est lui qui a piloté la cession de la division alimentaire bébé de Pfizer à Nestlé. Et d'ailleurs, le patron de Nestlé faisait partie de la commission Attali mise en place par Sarkozy pour réinventer la France. Et c'est à travers le contact qu'ils ont établi lors de cette commission Attali qu'il est devenu ensuite, étant chez Rothschild, le principal acteur de cette acquisition par Nestlé d'un département de Pfizer. Et quand vous voyez, moi je suis français donc je m'intéresse sans doute plus à ça, quand vous voyez les profils des députés de la République En Marche en France, vous les voyez, ils ont une trentaine d'années, pour ceux qui vont à la télé, parce qu'il y en a d'autres qui sont moins présentables, on dirait qu'ils sont sortis de ces boîtes. Hein. C'est le portrait type. Ils sont formatés, c'est les mêmes. C'est des clones. Et le pire de tout, il y a un rapport qui est sorti du Conseil économique et social en France, c'est que ces gens-là enlèvent, il y en avait déjà de moins en moins. En 42 ans de travail, j'ai pu, dans les boîtes de toute nature et de toute taille, j'ai pu m'en rendre compte. Ils éliminent toute notion d'entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, ça n'existe plus. Et ils véhiculent ça auprès des jeunes, hein, parce qu'ils sont présents aussi dans les universités. Hein. Vous avez sans doute vu à Bruxelles, Deloitte, tu rentres chez Deloitte, bon, alors au bout de 6 mois, tu vas avoir ta petite Mini Cooper bleu, je ne sais plus comment, là, avec la petite grille Deloitte, bah, tout le monde est content. Hein. Voilà. Donc nos enfants ne sont pas à l'abri. Hein. Et oui, c'est tentant Et alors, il y a un type là, qui vient de sortir un bouquin, je suis en train de le lire, parce que je fais ça. Allez, moi sur moi. Lui, au cœur des cabinets d'audit et de conseil. C'est vraiment plutôt un type qui a fait HEC, donc il a une formation financière et commerciale. Mais après, il a dû s'apercevoir qu'il n'avait pas choisi la bonne voie. Donc c'est plutôt le livre d'un sociologue, philosophe, et il cherche à comprendre pourquoi il y a tant d'armées de jeunes qui veulent à tout prix rentrer dans ces boîtes,
où ils vont bosser comme des dingues, ils vont être essorés comme c'est pas possible, et il a intitulé son bouquin de la distinction, hein, on a le sentiment d'être un élu, hein, rentrer là-dedans, de la distinction à la soumission. Bon, c'est pas forcément facile à lire, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien de technique et tout ça, mais c'est vachement intéressant parce qu'en plus on peut l'étendre à d'autres boîtes que les boîtes d'audit et de conseil. Il vient de sortir. Alors. Et de mettre 2 fois la conclure parce qu'on approche doucement de 19h. Ah oui, bah écoute, il reste combien de temps? C'est quand on a fini, comme ça on peut en discuter un peu après. Et comment est-ce que ces cartes collaborent entre eux? Ah ben ils ne collaborent pas. En fait, c'est une sorte de cartel, ils se partagent le marché. Ils se partagent le marché et... Ils se partagent le marché ou sont quand même en concurrence? Bah, il y a quand même une concentration importante. Donc il y a de la concurrence, puisqu'il y a une dizaine d'années, et il y avait, on parlait des Big 8. Donc il y en avait 8. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Et il n'y en a plus que 4 à la suite de quoi? À la suite notamment du scandale Arthur Andersen, qui était le plus important. C'est la fameuse affaire Enron, voilà, c'est ça. Et donc il y a eu de la concentration. Mais maintenant, il n'y a pas une boîte cotée en bourse qui n'est pas auditée, où qu'elle soit dans le monde, par un de ces 4. Donc, je vais essayer de faire. PwC, c'est un 5e ou bien c'est... PwC, c'est la 2e. Ah oui. Numéro 1, Deloitte. Numéro 2, quasiment ex aequo, PwC. Il était avant numéro 1. Numéro 3, Ernst Young, qui n'est pas loin. Numéro 4, un petit peu décroché, KPMG. Donc, il est quelle heure là? Moi, revenons à l'évasion fiscale, mais je pense qu'il ne faut pas limiter les Big Four à l'évasion fiscale, mais revenons à l'évasion fiscale parce que c'est quand même aussi c'est quand même le sujet. En fait, il faut vraiment que le citoyen il prenne ça en main. Moi, j'ai essayé de comparer les choses avec le trafic de drogue. D'abord, c'est un trafic. C'est un trafic au sens, là encore, de la définition du Larousse. C'est un trafic. C'est pas de l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale. Définition du dictionnaire. Et quand vous comparez le trafic de drogue et le trafic d'évasion fiscale, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que moi, je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Je cherche un titre, mais pour l'instant, je m'en suis arrêté à... Il y a les narcotrafiquants, et je m'en suis arrêté à un titre, la mafia des fisco-trafiquants. Donc finalement, il y aurait d'un côté les narcos, et de l'autre côté les fiscaux. Il n'y a pas de drogue sans narcotrafiquants, il n'y a pas d'évasion fiscale sans fisco-trafiquants. Si ces 4-là n'existaient pas, ça serait beaucoup plus difficile. Quant aux lois, parce qu'à chaque fois que je vois les discours qu'on entend depuis hier, avant-hier, avec les Paradise Leaks, en permanence vous entendez « oui mais c'est légal ». Oui mais c'est légal. Ça veut dire quoi légal? Quand l'application d'une loi aboutit à piller les richesses d'une nation, il faut s'indigner. Mais il y a un nom pour ça, ce sont des lois scélérates. Hein. Il y a eu plein de lois scélérates, hein, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Hein. Alors, là, et il s'agit d'une évasion fiscale de masse. C'est industrialisé. De la même façon qu'ils ont industrialisé leur process d'audit, ils ont industrialisé leur process d'évasion fiscale. Et ils font des montages, je n'ai pas encore eu le temps d'écrire là-dessus, ils font des montages où ils disent à leurs clients, écoutez, on ne peut pas vous garantir
que le montage il va être accepté, par exemple par le gouvernement, s'ils veulent obtenir ce qu'on appelle un ruling, une sorte de décision anticipée sur le montage financier qu'ils mettent en œuvre avant qu'ils veulent mettre en œuvre avant réellement de le mettre en œuvre. Ils disent écoutez, on estime que à 70% ça marchera. Mais bon, il y a quand même un risque de 30% d'échec. Hein. Mais en même temps, ils spéculent sur le fait que les administrations fiscales du monde entier, au nom de la rigueur, etc., sont totalement dépeuplées. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire pour un pauvre contrôleur français, belge, etc., face à ces armées de spécialistes en évasion fiscale? Ils ne peuvent rien. D'autant plus que le contrôleur national, lui, a une vision nationale, éventuellement de la multinationale qui contrôle. Et de l'autre côté, ces interlocuteurs, ils ont une vision mondiale. En plus, il faut parler un anglais parfait pour comprendre quoi que ce soit au contrat qui existe entre la multinationale. C'est évidemment des audits qui sont, enfin des audits fiscaux qui ne sont pas rentables de la part des contrôleurs fiscaux. Parce que même s'ils y arrivent, de toute façon, après, la multinationale concernée va mettre en œuvre des armées d'avocats qui vont faire, et ça va durer pendant 10 ans, et ils ont toutes les chances de gagner. Parce que derrière, il faut avoir la même capacité à payer des honoraires d'avocats pour l'État que ces multinationales-là peuvent faire. Quoi. Donc, c'est vraiment comparable, et avec certaines différences. Les narcotrafiquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se planquent. Hein. D'une certaine manière, les fiscotrafiquants, ils ont pignon sur rue, ils ont des beaux immeubles. Vous allez au Luxembourg, ils ont tous reconstruit un immeuble neuf compte tenu du fait qu'ils n'arrêtent pas de progresser. Mais ils ont beau avoir pignon sur rue, ils passent inaperçus. Ils ont le statut d'experts, donc nécessairement, comme ils sont experts, ils interviennent dans des petites boîtes aussi. Comment? Ils interviennent dans des petites boîtes aussi et pour des petits contrats aussi. Non. Quand vous connaissez leurs honoraires, si vous êtes une PME, vous n'avez pas les moyens de vous payer des gros cabinets comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Zuckman dans la mise à jour de son livre là, qui vient de sortir, par rapport à celui d'il y a 3 ans. Il dit toutes les mesures dont on nous rabat les oreilles n'ont rien changé. L'évasion fiscale a encore augmenté. Mais elle est plus concentrée. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Donc, ce sont les plus riches qui sont toujours de plus en plus riches et qui finalement, eux, continuent de plus en plus à s'évader. Donc, ça continue à progresser. Les gouvernements ne font rien. On ne lutte pas efficacement. Ils ont un trait commun, les fiscaux, avec les narcos. Tout ça est d'une violence extrême. Certes, le narcos qui n'est pas content de son sbire qui organise le trafic, il va avoir une solution radicale. Mais le fiscos, d'abord, il génère des effets aussi bien dans les pays développés, mais encore plus dans les pays en voie de développement, qui sont incroyables. Hein. Ils saignent vraiment, hein, le mot n'est pas trop fort, et les États développés et les États en cours de développement. Je passais vite. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer, donc tu expliques qu'ils utilisent toutes les réglementations existantes pour faire, disons, des évasions fiscales. Est-ce qu'on peut imaginer, ou bien est-ce qu'il y a des cas où ils interviennent comme conseil pour mettre en place des réglementations, soit au niveau de l'Union européenne, soit au niveau d'État, pour les rendre compatibles ou fluides dans ce marché mondialisé des capitaux, pour les rendre payants. Est-ce qu'ils sont employés? Ils sont employés par des entreprises privées. Est-ce qu'ils sont employés parfois par des institutions publiques? Ah oui, absolument. Ils interviennent. D'ailleurs, j'ai un... Comment dirais-je?
ils interviennent dans les... J'ai plusieurs articles là-dessus, j'ai pas eu le temps de synthétiser tout ça. Ils interviennent dans l'administration fiscale belge, de la même façon qu'il y a des fonctionnaires belges qui vont se former dans certains entreprises, et ils inspirent des réglementations fiscales, hein. Notamment en Belgique, je suis en train de préparer ça, pour un gros laboratoire pharmaceutique, comme il s'appelle, qui est dans la région de Bois. Voilà, ESCA. Je dirais totalement. En France, c'est pareil. Hein. En France, c'est pareil. Donc, ils sont hyper puissants. Je viens maintenant à des chiffres. Bon. Moi, je me suis dit, on nous rabat les oreilles sur le fait qu'on lutte contre l'évasion fiscale. En fait, c'est pas vrai. Mais tout ça est très difficile. Si vous sombrez dans le débat technique, vous avez vite fait d'être perdu. Donc, je me suis dit, quel est l'indicateur qui permettrait de savoir si vraiment, comme on nous le dit, hein, vous vous souvenez de Sarkozy, nous avons supprimé les paradis fiscaux, etc., etc., quel est l'indicateur qui permettrait de mesurer l'importance de cette évasion fiscale? Eh bien, le meilleur indicateur, finalement, c'est ça qui est assez intéressant, il est fourni par les trafiquants eux-mêmes. Parce que ces grosses boîtes qui ont pignon sur rue, elles ont quand même besoin de mettre en évidence leur puissance, etc. Donc, elles communiquent sur leur site, sur leur chiffre d'affaires, sur leur nombre de clients, sur leurs clients les plus prestigieux, mais elles communiquent aussi sur leur implantation. Donc, et elles indiquent les pays dans lesquels elles sont implantées, elles indiquent aussi le nombre de bureaux dont elles disposent dans chacun des pays où ils sont implantés. Donc, ça nous permet, par rapport aux listes de paradis fiscaux qui sont soit élaborées par les institutions internationales, par les nations ou par des organismes, et je crois plus celle-là des ONG comme Transparency International, comme Oxfam et d'autres, vous prenez toutes les listes, vous les fusionnez et vous dites les Big Four, est-ce qu'ils sont présents dans ces pays qui sont qualifiés de paradis fiscaux? Eh bien, ils sont tous présents. Tous, sans aucune exception. Et d'ailleurs, quand vous regardez ceux qui suivent après les Big Four, et que vous allez jusqu'au 10e, tous les anglo-saxons encore, hein, jusqu'au 10e, même le 10e, il est implanté dans les paradis fiscaux. Donc ça semble être une nécessité absolue que d'être implanté, pour ces boîtes qui font du conseil en général, et notamment du conseil fiscal, que d'être implanté dans les paradis fiscaux. Donc déjà, ils sont tous implantés dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas le genre de boîtes qui font des dépenses pour rien. Hein. Ils ne vont pas créer un bureau aux Bermudes, ou au Liechtenstein, ou à Andorre pour rien foutre. Hein. Il faut rapporter du pognon. Donc, le problème, c'est que si vous vous intéressez seulement au nombre de pays où ils sont implantés et au nombre de bureaux qu'ils détiennent dans chacun des pays, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir apprécier les effectifs qu'ils mettent en œuvre dans chacun de ces pays. Et donc là, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est comme ils sont implantés en moyenne entre 160 et 180 pays chacun, il faut aller sur chacun des sites des pays concernés et aller voir leurs effectifs. Et ce n'est pas toujours en lecture directe que vous les trouvez, les effectifs. Vous devez quelquefois aller chercher dans un rapport annuel, vous devez aller chercher, si vous ne trouvez pas dans des documents du bureau en question, dans tel endroit du monde, il faut que vous alliez chercher sur LinkedIn, parce que finalement, ces réseaux sociaux, c'est aussi... ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont éventuellement mettre sur les réseaux sociaux une information qu'ils ne mettent pas sur leur propre site. Et à la fin, vous pouvez constituer, c'est ce que j'ai fait, une carte des effectifs par pays. Donc, et vous pouvez dire, voilà,
je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Ça va nous amuser. Au Luxembourg, à combien de personnes au Luxembourg? Au Luxembourg, ils sont 7519 personnes. Et vous vous dites, la présence de ces acteurs économiques hyper importants, elle doit quand même être liée, d'une manière ou d'une autre, à l'activité économique du pays. Donc, moi j'ai pris deux critères, l'activité économique des pays en question, la population active et le PIB. Donc, vous constatez que le Luxembourg, il y a 7519 Big Four, ça veut dire qu'il y en a un pour 34 habitants actifs. Dans le Luxembourg, mais dans le Luxembourg, il n'y a pas que des gens qui vivent en ville, il y a aussi des fermiers, machin, etc. Donc, si vous prenez la ville de Luxembourg, il y a 100 000 habitants, donc vous réduisez encore la population, mais il y en a un quasiment, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, entre 5 et 10 personnes. C'est fabuleux. Et quand vous regardez le nombre de nationalités qui sont présentes au Luxembourg dans ces Big Four, je crois que de mémoire, ils sont 58 nationalités. Pourquoi il y a 58 nationalités au Luxembourg? C'est parce que c'est une terre d'accueil, il n'y a pas les palmiers, etc. C'est parce qu'ils ont besoin de toutes ces langues pour gérer tout ça. D'ailleurs, au Luxembourg, c'est quasiment c'est une boîte qui dirige. Hein. Le budget, je crois que le dernier budget, il a été fait par PwC. Et avant, il avait été fait par une autre boîte qui n'est pas dans la finance proprement dit, mais qui est dans la stratégie, qui s'appelle McKinsey. Voilà. Donc, ils interviennent aussi chez nous en France. Hein. Donc, pour chaque pays, voilà, j'ai réussi à mettre le nombre d'effectifs, les effectifs présents, et je me suis dit, il faudrait qu'on puisse mesurer, qu'on trouve un moyen de mesurer par rapport à une sorte de norme, d'apprécier la surprésence de ces effectifs dans les paradis fiscaux. Donc je me suis dit, essayons de voir, c'est disponible sur Internet, tous les pays qui, à un moment donné, ont été considérés par un autre comme paradis fiscal. Donc, vous embrassez déjà un nombre important de pays, hein, parce que l'évasion fiscale, ça tombe tout le monde, hein, puisque finalement les politiques ont renoncé à leur pouvoir, et c'est l'économie qui dirige tout. Donc vous avez une liste, et puis je me suis dit, il faut trouver une référence qui corresponde à des pays qu'on ne taxe pas de havre fiscal. J'ai cherché, j'ai mis de côté les États-Unis parce que les informations, là, j'en ai pas assez pour l'instant. J'ai mis de côté la Chine parce que là, c'est encore plus compliqué. J'ai mis de côté la Russie parce que c'est grand, mais finalement, c'est un nain économique. Son PIB, c'est même pas 70% du PIB de l'Italie et c'est à peu près le PIB de l'Espagne. On a tendance à l'oublier. Hein. Quel pays? La Russie. Alors, je me suis dit, voyons voir l'infernal couple franco-allemand, qui ne sont pas taxés de professionnels de l'évasion fiscale, même si ils sont loin d'être comment dirais-je, tout à fait vierges en la matière. Enfin, en tout cas, ils n'ont jamais été listés par quelque pays que ce soit, ni par les ONG, comme paradis fiscal. Donc, je me suis dit, prenons cette référence-là et calculons les effectifs des Big Four qui existent en France et en Allemagne, réunis. J'ai fusionné la France et l'Allemagne, ça fait 67 000 personnes. À côté, pour un PIB qui est de 5,3, je crois de mémoire, 5,3 milliards de dollars. Alors que Luxembourg a un PIB qui doit être de 0,4 milliards, et bon, voilà. Et donc je me suis dit, prenons cette référence, et puis maintenant, pays par pays, appliquons cette référence, appliquons proportionnellement au PIB et proportionnellement aux actifs, pour calculer ce que devrait être
les effectifs des Big Four dans chacun des paradis fiscaux si leur présence reflétait l'activité économique du pays. Et donc voilà, et donc j'en suis arrivé, pays par pays, à calculer une sorte de sureffectif, entre guillemets, ou de surreprésentation des Big Four. Et voilà, j'ai déroulé la mécanique. Alors j'ai pris l'Union européenne, j'ai pris ce que j'ai appelé les portes de l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, Union européenne, zone euro et hors zone euro, hein, et inclut toujours le UK qui est toujours dans l'Union européenne. Après, donc, la Suisse, les territoires sous dépendance de la couronne britannique, c'est-à-dire les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, et puis l'île de Man. J'ai pris tout ça. Et puis après, j'ai pris tous les paradis fiscaux ailleurs dans le monde, identifiés par les principales ONG comme des paradis fiscaux. Et donc je suis allé chercher, là c'est un peu plus difficile, surtout pour des tout petits pays, les effectifs en question, et puis j'ai fait le même raisonnement. Et donc, je suis arrivé à la conclusion. Il faut vraiment conclure parce que. Comment ? Ouais, vas-y, je pas. Vas-y, continue. Et donc, 5 minutes. je vais m'arrêter. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait. Il faut que je relativise mon chiffre. Je suis arrivé à la conclusion que sur 40 paradis fiscaux définis comme tels, étudiés, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 125 000 personnes, un bataillon de 125 000 personnes, qui finalement justifiaient leur présence Big Four par le caractère de paradis fiscal des pays où ils étaient implantés. 125 000. 125 000, ça représente, pour les pays concernés, ça représente 53% des effectifs concernés, pas 53% de tous les effectifs de tous les pays paradis fiscaux inclus. Et alors, le hit parade, j'ai fait un hit parade, c'est le UK, hein. Ils ont 29 000, ça c'est pas une surprise, hein. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de surprise, hein. Mais ils ont le siège. Ah non, parce qu'en fait, l'organisation, c'est une organisation tout à fait spéciale, je vais faire très vite. En fait, le siège, c'est une sorte de... Tous les pays ont une organisation autonome qui obéit à un commandement très très... Mais le siège, entre guillemets, lui, il ne fait pas d'audit, il ne fait pas de conseil fiscal. Mais il est basé là. Donc, ça ne joue pas sur les effectifs, si tu veux. UK, 29 000 personnes. Le deuxième, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, 8 900 personnes. Le troisième, c'est l'Irlande, 8 900 personnes. Le quatrième, c'est Hong Kong, 8 000 personnes. Le cinquième, c'est Singapour, 7 800 personnes. Le sixième, c'est le Luxembourg, 7 255 personnes. Il n'y a rien, hein. S'il n'y avait pas les Big Four, il y aurait besoin d'un comptable régional pour gérer la comptabilité des boîtes de Luxembourg, hein. La Suède, plus surprenant, qui vient en 7e position, la Malaisie en 8e, Taïwan en 9e, la Suisse en 10e, la Belgique en 13e, il y a 2 900 personnes qui se consacrent à la et ainsi de suite. Voilà, Les 2900 personnes en Belgique en l'occurrence, c'est pareil aussi l'activité économique. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Et au total, ça c'est une c'est énorme. C'est ceux qui se. C'est fiscaliste. Voilà. Et quand je dis 125 000 personnes, les gens ne travaillent pas en chambre close dans les paradis fiscaux. Ils travaillent évidemment avec ceux qui ne sont pas déclarés comme des paradis fiscaux. Donc, là où c'est très difficile à apprécier, c'est quelle est la part des pays qui ne sont pas qualifiés de paradis fiscaux, quelle est la part des effectifs qui travaillent avec les effectifs qui se consacrent à l'évasion fiscale. Même si vous prenez 10%, alors là, vous inflatez, alors, je n'ai pas encore fini mon analyse, vous inflatez considérablement le chiffre. Donc voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. C'est en cours d'élaboration, mais voilà. Merci.
Si. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est un vol. Enfin, est-ce que le mot vol est dans les pays développés, le vol en question fait que on continue à manger, à se cultiver, mais dans les pays africains, par exemple, ou asiatiques pas développés, c'est la mort. Hein. Un grand merci en tout cas, c'était vraiment passionnant. Je ne sais pas si des gens ont des questions. Moi j'ai une question quand on a eu le scandale sur, je ne sais plus comment ça va appeler parce qu'ils ont tous quelque chose. Oui, LuxLeaks, machin. Voilà, où il y avait un scandale où en Nokia il y a une boîte, je ne sais plus, attends, avec un nom un petit peu. Ça fait cette boîte qui effectivement fait une série. Ah, Fonseca au Panama. Voilà, au Panama. Je dirais, on a eu ce nom-là en avant. On a mis certains pays en avant le nom de Big Four. Non. Organisé. Non. Alors, Tu as raison. Tu as raison. Ouais. Et je dirais, s'il y a une présence comme celle-là, Fonseca est sans doute un acteur important, mais relativement peut-être périphérique quand on le compare aux forces de frappe de évidemment, je veux dire, ils ont besoin de relais. Et donc, pour moi, des boîtes comme Fonseca, ils font partie de la chaîne de valeur, comme on dit maintenant, mais ce sont pas, c'est pas eux les acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est les Big Four, plus les 6 autres qui les suivent. Parce que quand vous rajoutez les effectifs des 6 autres, vous arrivez à 1 300 000 personnes dans le monde. Hein. On en a parlé un peu quand même à 2008, non si, parce qu'ils étaient censés quand même prévoir les risques, avoir audité. Ah, ils n'ont rien prévu du tout. On a quand même mis un peu en avant le fait qu'ils avaient été incapables de pouvoir venir. Ça, c'est un autre aspect des choses, c'est-à-dire que 2 mois avant, ils étaient super enthousiastes. Ils ont tellement industrialisé leur process d'audit, et puis notamment les audits de banque, c'est tellement compliqué que même des banquiers ne comprennent plus rien aux produits à risque qu'ils disséminent sur le marché, comme des bombes à fragmentation, qu'ils ont bien vu passer, quoi. Hein. Donc ils ont mis leur signature. C'est eux qui mettent les notes sur les produits titrisés et tout ça, c'est eux qui mettent les notes ou c'est d'autres. Ah non, ça c'est les agences de notation. Ouais, c'est pas pareil. Non, on n'en parle pas assez. Moi je vous dis, j'ai vraiment entendu parler un petit peu de Pitt Marwick dans l'affaire des LuxLeaks avec le jeune là. Le jeune Antoine Deltour, mais qui est brisé, hein, Même sans, je dirais, moi je trouve intéressant ces statistiques que tu as fait, disons, sur le fond de tableau. Je trouve intéressant au moment où on en parle et on reparle maintenant de refaire une liste des paradis fiscaux, donc une espèce de cartographie, on peut dire. Ça c'est intéressant de comparer cette cartographie des paradis fiscaux, ceux que les gens vont bien mettre dedans, hein, parce il y a ceux qu'on évite toujours de mettre aussi dedans, hein, comme la City, etc. Il ne faut jamais dans la liste, et c'est le paradis en chef. Enfin, hein. Mais c'est le paradis en chef. Voilà. Mais ce serait intéressant de mettre à cette occasion-là, d'essayer de faire la publicité sur une carte de l'implantation de Big Four. Et on dit voilà la carte des paradis, voilà la carte de l'implantation de Big Four. Moscovici, là, ce type qui est absolument imbuvable, il a déclaré dans Le Soir, au moment de l'affaire des LuxLeaks, il n'y a plus de paradis fiscal. Mais il contribue à édicter la liste. Et vous connaissez la liste des paradis fiscaux selon l'Union européenne ? Il y a 5 pays, que des petits rochers, et encore, même les Bermudes ont disparu de la liste. Donc effectivement, il n'y a pas le Luxembourg, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas le UK, il n'y a rien. Or en fait, ils sont au cœur de l'Europe, y compris au cœur des 6 fondateurs de l'Europe. Benelux, les 3, à des degrés divers, sont des paradis fiscaux. Avec un qui est vraiment monté en puissance, ce sont les Pays-Bas. Et ça, comment ? Non, continue. Et que voulez-vous ?
qui c'est qui est à la tête de la Commission européenne? Juncker qui a organisé tout le bordel. Et qui c'est qui est le président de la zone euro? Dijsselbloem, qui est par ailleurs le ministre des Finances des Pays-Bas. La boucle est bouclée. Donc, ce matin, Moscovici a déclaré: oui, mais attendez, tout ça, ça ne peut plus se produire maintenant. En 2020, ça aura disparu. Ce sont des scories, pour reprendre son terme, des scories de l'ancienne histoire. Et c'est pas vrai. Parce qu'ils ont toujours une guerre d'avance. Hein. C'est un peu comme en informatique. Hein. Mais est-ce qu'ils ont une guerre d'avance sur qui? Sur nous, oui. Mais sur, pour revenir à mon truc, sur la classe politique et sur les politiciens, non. Je pense que ce que tu fais, ce que tu sers de ton travail, les politiciens de certains niveaux ne peuvent pas l'ignorer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. Donc, ils n'ont pas, pour moi, ils n'ont pas du tout une longueur d'avance sur les politiciens. Ils font partie du même écosystème. Ils ont 2, 3, 10 longueurs d'avance sur nous, ça c'est clair. Bon, à la limite, mais pas par les politiciens qui comptent. Je suis d'accord. J'entends par longueur d'avance, c'est-à-dire qu'à la limite, ils s'entendent. C'est-à-dire quand l'OCDE, avec le représentant de commerce, Pascal Saint-Amand, fait sa pub en disant nous on lutte, ils sont déjà mis d'accord pour prévoir la contre-mesure derrière. Hein. Sinon, les effectifs n'évolueraient pas. Parce qu'au Luxembourg, vous avez 7000 aidés, 7500, mais je ne compte pas là-dedans les 6 qui suivent. Je suis allé voir la liste. Il y en a encore 5000 hein, avec les 6 qui suivent. 4000. Voilà. Parce qu'à la fin, je voudrais aussi que les paradis fiscaux sont soit implantés à l'intérieur des pays du cœur du système mondialisé, ou au maximum, on le constate, toutes les îles X ou Y sont dans la zone d'influence des pays correspondants, de l'Angleterre, etc. Voilà. C'est là que je me posais la question de savoir, que je t'ai posé tout à l'heure, si ces sociétés de conseil n'étaient pas aussi des conseils qui aidaient à mettre en place les institutions dans les paradis fiscaux qui les rendent opérationnels. C'est difficile à trouver, mais oui. Oui, mais le fait qu'ils y soient, si tu veux, c'est un indice mais ils sont plus discrets. très lourd. Si tu as 50 personnes dans une petite île, c'est établi, ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Non, mais d'accord, mais donc là, si tu veux, il n'y a personne qui ne peut pas le démontrer, mais c'est quand même gros. C'est alors, je suis allé, j'ai découvert ça hier soir. Ernst & Young, EY, comme il faut dire maintenant. Ils ont, alors, ils font parmi les 4, c'est sans doute le plus opaque hein, pour avoir l'observation, la connaissance des effectifs, il faut avoir de la patience. Hein. Mais paradoxalement, sur leur organisation régionale, alors là, ils sont très disaires. Je ne sais pas si je l'ai encore là, ou je l'ai laissé chez moi. Alors, ils expliquent comment ils sont organisés. Donc, il y a 27 régions. Pas une de plus, pas une de moins. Et alors, ça serait bien que je le dise. Déjà, allez savoir pourquoi, il y a une région, parmi les 27, il y a une région Israël. Israël est une région. Mais Israël est un paradis fiscal. Hein. Preuve à l'appui. On n'en parle pas beaucoup. C'est un paradis fiscal. Et puis, ils ont une région où ils listent les îles Caraïbes, tous les noms là qu'on connaît plus ou moins. Et là, au-dessus de cette liste, il y a gestion financière, ou un truc comme ça. Donc finalement, ils étalent. Parce que, ils étalent alors que les autres sont plus discrets. Oui. Ça fait partie intégrante, c'est sur l'organigramme du process. Mais quand tu dis donc qu'on ne peut pas le prouver, non, on ne peut pas prouver. Bon, moi, quand tu mets ensemble toutes les informations factuelles que tu énonces, tu as un tableau saisissant d'organisation. Tu n'as pas besoin de faire de l'interprétation. Non. Tu dis, moi je mets les chiffres là, et en plus, je regarde les paradis fiscaux, je regarde les chiffres des. Ce sont des chiffres incontestables.
c'est eux qui les ont produits. Alors que sinon, si vous ne prenez pas ces chiffres-là, vous allez rentrer dans des débats d'experts. J'entendais Saint-Amand, là, qui disait enfin, quand même, il ne faut pas tout confondre. Hein. C'est pas parce que c'est les îles Caïmans que c'est nécessairement répréhensible. La reine d'Angleterre, qui a placé du pognon là, aux îles Caïmans, elle aurait pu aussi bien pu les placer en France ou dans je ne sais plus quel autre pays, parce que finalement, là aussi, ils ont peut-être, je ne sais pas quoi, ils vont rentrer dans un débat technique. Il faut lui dire à Pascal, aux journalistes, en face, il ne dit rien. Il faut lui dire à Pascal Saint-Amand, et pourquoi vous avez toute cette force de frappe, là, dans tous ces pays? Pourquoi?